Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici tout de suite les titres de ce lundi 11 janvier 2021. C'est une étape longue et complexe avant de vacciner les seniors. Dans les EHPAD, il faut bien sûr recueillir leur consentement, un processus qui peut s'avérer compliqué dans certains cas. Nous verrons les précisions dans ce journal de Fanette de Buisson qui s'est rendue dans un établissement dans le Chablais. Il est moins bruyant et moins polluant que les mythiques bécanes qui ont inspiré son design. Le vélo électrique Bikeul est né à Annecy. Cédric et Tristan, ses créateurs, nous ouvrent les portes de leur local dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'incendie avait fait 2 morts et des dizaines de blessés. Un nouveau rapport accable le propriétaire du bâtiment qui avait brûlé en janvier 2019 à Courchevel. Selon ce rapport, l'immeuble était fermé administrativement depuis plus de 10 ans. Il n'aurait jamais dû accueillir du public. Le parquet avait requis la mise en examen du propriétaire en mai dernier, mais l'avocat de plusieurs sinistrés déplore que cette mise en examen ne soit toujours pas effective. Le procureur de Chambéry n'a pas souhaité commenter. Les vaccins sont arrivés, vous le savez, en Haute-Savoie, dans les EHPAD. Avant l'étape même de la vaccination, il y a le long et complexe processus du recueil de consentement. Cette semaine, l'EHPAD Le Verger des Coudries à Servins, dans le Chablais, va enchaîner les consultations pré-vaccinales, une étape obligatoire pour ceux qui souhaitent être vaccinés. L'établissement a déploré 20 décès lors de la première vague, mais a été épargné lors de la seconde. Fanette de Buisson s'est rendue sur place. Une étape de plus pour cette EHPAD bousculée dans son quotidien, comme tant d'autres depuis bientôt 1 an. Derrière les murs, la vaccination se prépare avec précaution. Depuis quelques jours, les 76 résidents et leurs familles ont été invités à se positionner sur la question. Peut-être on aurait pu alléger un petit peu sur ce qui concerne les visites médicales de prévaccination. On voit bien que ça, pour le grand public, c'est en train d'être petit à petit écarté avec des modèles beaucoup plus simples. Bon, je pense que nos résidents d'EHPAD ont besoin d'être peut-être plus protégés que les autres et de s'assurer aussi vraiment qu'on a le recueil de leur consentement. Parce que parfois, sur les personnes âgées et dépendantes, le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on se passe de leur avis et qu'on les vaccine de manière obligatoire. Et ça, c'est pas acceptable. Donc en tout cas, pour les EHPAD, je ne vois pas aujourd'hui comment on aurait pu faire plus vite. Le recueil du consentement, libre et éclairé, une étape obligatoire pour cette primo-vaccination. Une étape difficile aussi dans cette EHPAD où la moitié des résidents n'est plus en capacité de le donner. Les médecins traitants, une trentaine sur cette EHPAD, sont en première ligne avec l'équipe coordinatrice. Beaucoup de démarches à effectuer, l'accompagnement des familles, l'accompagnement des résidents, l'accompagnement des médecins traitants. Et nous tenir prêts pour le jour J, pour recevoir les vaccins, préparer les frigos, préparer le matériel, préparer le personnel qui va effectuer les injections. Apporter une information la plus objective possible en mesurant le risque et les bénéfices pour chacun de nos résidents. On a passé une période quand même qui a été très difficile. Sur les 30 résidents à s'être déjà positionnés, 27 souhaitent être vaccinés. C'est le cas de Remedios Mansato, résidente à l'EHPAD Les Vergers de Coudries depuis 4 ans. Comme elle, chaque résident rencontrera son médecin 5 jours au moins avant la vaccination. Il faut bien essayer quelque chose. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et je voudrais que ça recommence à pouvoir sortir, à pouvoir faire la vie qu'on avait avant. Là, on vaccine. Il y a des gens qui vont être pour la vaccination, d'autres qui vont être contre la vaccination. Il y aura la pré-vaccination. Qu'est-ce qu'on va faire derrière ? Qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont être vaccinés et vont dire « mais moi, je suis vacciné, donc j'ai le droit de sortir, bouger, les autres non ». Et donc, on a pris l'habitude de gérer ça. Je ne dis pas que c'est simple, mais une fois de plus, il faut consulter les gens, discuter tous ensemble, trouver des solutions communes et la plus harmonieuse. Voilà. Le Conseil de la vie sociale, qui rassemble personnel, résidents et familles, se réunit tous les 15 jours depuis 1 an. Pour tous, la vaccination est un défi de plus à relever. L'équipe espère commander ses premières doses en fin de semaine pour une première vaccination autour du 20 janvier. Et en station aussi, l'épidémie impacte directement le quotidien des habitants et des professionnels. De nombreux villages s'organisent. C'est le cas dans la vallée des Bellevilles. Depuis juin dernier, une cellule Covid a été mise en place pour répondre aux besoins et aux interrogations de la population. L'initiative a notamment permis de mieux gérer les stocks de matériel et les séances de dépistage, comme nous l'explique Marlène Giacometti, directrice de l'Office de tourisme des Menuires et de Saint-Martin de Belleville, au micro d'Emmanuel Jaude.
La cellule Covid qui a été mise en place donc, dans la vallée des Bellevilles, donc pour toute la commune et notamment pour Saint-Martin, pour les Menhirs et pour Val Thorens, elle a été mise en place, je pense, en juin. Donc vraiment au début quasiment, autour du maire. C'est une volonté du maire d'avoir autour de lui un pool de conseillers ou d'experts, je ne sais pas quels sont les mots, pour gérer au mieux notamment cette partie sanitaire. Donc c'est vraiment la volonté. On y retrouve un médecin qui est aussi conseiller municipal, on y retrouve des élus, on y retrouve le directeur de la régie des pistes, les 2 directeurs des offices de tourisme. Et puis voilà, ça se nourrit et on intègre selon les sujets à traiter d'autres personnes. Concrètement, qu'est-ce que nous avons fait ? La partie la plus simple, c'est s'occuper des stocks de matériel. Ça, on l'a fait assez rapidement. Nous avons mis en place des journées de tests antigéniques. Nous avons mis en place des journées de tests sérologiques qui ont remporté un grand succès. Nous avons mis en place un numéro vert et une hotline avec une personne embauchée spécialement pour ça à la mairie pour répondre notamment aux questions sanitaires des habitants ou des socioprofessionnels. Donc voilà un certain nombre d'exemples. Et puis les sujets en cours maintenant, c'est comment nous, territoires bellevillois, on peut aider à la politique vaccinale et à mettre en place tout le protocole de vaccination. Parce qu'on est bien convaincus que c'est par là que passe la suite positive. Et le couvre-feu est bien maintenu à 20h en Haute-Savoie. La préfecture et les élus se sont concernés à ce sujet vendredi. Le taux d'incidence dans le département est de 204 pour 100 000 habitants, supérieur donc à 200 qui est le seuil pour passer à un couvre-feu à 18h. En revanche, le taux d'incidence pour les plus de 65 ans est de 191,1. Cette fois-ci, c'est en dessous des 200, seuil qui compte également pour la mise en place de ce couvre-feu avancé. Pour le moment, donc, pas de changement. Le préfet appelle tout de même à la vigilance et au respect toujours des gestes barrières. Emmanuelle Wargon était en Savoie ce lundi. La ministre déléguée chargée du logement a officiellement lancé la plateforme MaPrimeRénov'. Grâce à ce dispositif, les propriétaires peuvent faire une demande d'aide pour des travaux de rénovation énergétique. Pour 2021, 400 à 500 000 logements pourraient ainsi être concernés. Le montant de la prime dépend des revenus des demandeurs et du gain écologique des travaux. Emmanuelle Wargon a visité ce lundi matin une copropriété de Chambéry dans le quartier du Biolay. On écoute la ministre et une habitante du quartier au micro de Sébastien Germain. On a 4,8 millions de passoires thermiques en France. Notre objectif, c'est de les éradiquer en 10 ans. Ce qui veut dire faire 400 000 à 500 000 travaux chaque année. Donc c'est considérable, c'est plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais maintenant, je crois qu'on a les bases financières et surtout d'accompagnement. Et c'est un travail vraiment de partenariat entre l'État et les collectivités locales avec un bon accompagnement, de bonnes aides financières et évidemment des entreprises locales de qualité, labellisées RGE. On doit pouvoir éradiquer les passoires thermiques en France en 10 ans. Nous allons proposer à l'Assemblée et au Sénat de voter l'interdiction de la location des passoires thermiques en 2028. 10 ans, quand un propriétaire met son appartement ou sa maison d'ailleurs en location, encore faut-il que le bien soit décent et bien utilisable pour les locataires qui vont y aller. Dans les travaux, on a surtout senti la différence pendant l'été, puisque l'isolation a été posée sur la période d'été. On a vraiment observé une différence de plusieurs degrés. Par ailleurs, pour ce qui est de l'hiver, on vient de commencer, la saison de chauffe a commencé, on ne peut pas tout à fait évaluer tout de suite, mais effectivement, on sent quand même un confort, on observe le confort. La différence, elle est quand même déjà observable, on ne peut pas la calculer. Son design est inspiré des motos les plus mythiques, mais Bikeul est bien un vélo. Il est né de la collaboration entre 2 amis passionnés d'Harley-Davidson, mais aussi de Mini Austin. Ils ont conçu le prototype de leur vélo électrique en à peine 1 mois. Avec cette bicyclette, ils espèrent séduire et réduire leur impact sur la planète. Rencontre signée Marine Schneider. Ce vélo a redonné un sens à leur vie. Cédric concevait des carrosseries tandis que Tristan fabriquait des turbos pour les voitures. C'est au détour d'une discussion dans un garage qu'un projet plus audacieux se mit en route, la fabrication d'un moyen de transport plus propre, en phase avec leur éthique. C'est comme ça que Bikeul est né, car pour eux, l'avenir, c'était le vélo électrique.
dans le développement du vélo, on a mis l'accent sur la fabrication locale pour essayer de sourcer au maximum les composants dans le rayon le plus court possible. On sait qu'on a des pneus qui sont européens, enfin des pneus hollandais, on a le cadre qui va être fabriqué en France. Donc le proto, c'est nous qui l'avons fabriqué, mais les 10 premiers exemplaires vont être fabriqués en France. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Il faut savoir que la première moto est française. Il y a un siècle, l'inventeur de la moto, c'était un Français. Et aujourd'hui, il n'y a plus de motos fabriquées en France. C'est pareil pour le vélo à Saint-Étienne, qui était la capitale du vélo au début du siècle dernier. Aujourd'hui, tous les vélos sont fabriqués en Asie. Le Bikeul est donc une fabrication maison. Le cadre est en aluminium, la selle est cousue main par un maroquinier d'Annecy. Les compères se sont associés aux acteurs locaux et nationaux pour proposer un vélo de qualité française. Et sa particularité, c'est qu'il est complètement personnalisable. On peut nous envoyer une capture d'écran depuis le configurateur en ligne pour choisir si on met des flancs crème ou des flancs blancs. On fait ça pour prendre du plaisir et pouvoir en donner aux gens. Essayer de transmettre cette notion de plaisir qu'on peut ressentir sur nos vieilles bécanes au quotidien, et vraiment de rapporter ce plaisir de rouler et cette sensation de liberté et cette passion des objets dans un vélo. Ce petit bolide a tout d'un deux roues, mis à part le pot d'échappement. Il garde l'assise d'une moto tout en conservant le système de pédales et les roues montées sur des rayons. On l'a voulu personnalisable. Donc chacun va pouvoir choisir d'avoir un phare type moto, de choisir un guidon qui correspond un petit peu à l'univers qu'il souhaite apporter. Ça va aller aussi au niveau du choix des poignées, de la selle qui peut être un peu plus travaillée, et jusqu'aux pneus. Voilà. Le vélo tient sur une distance de 60 km, soit l'équivalent du Tour du lac d'Annecy. Il lui faudra 5 heures pour recharger les batteries. Les premiers clients se sont déjà manifestés pour les précommandes. Les salles de spectacle ne rouvriront pas avant au moins début février. Nous en parlons ce soir avec notre invitée Eva Duchamp-Konikova. Bonsoir, merci de me rejoindre sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Vous êtes directrice du Théâtre des Collines à Annecy. Nous vous avions reçu au début de la saison. Comment allez-vous aujourd'hui avec ces dates de réouverture qui sont repoussées à chaque fois? Est-ce que vous arrivez à garder le moral tout de même? Écoutez, c'est un mélange de fatigue, de lassitude, un petit chouïa de colère devant un certain nombre d'incohérences dans les décisions qui sont prises actuellement. Mais on essaye malgré tout de tenir bon parce que l'idée, c'est aussi de se projeter sur ce qui va venir, et on se dit qu'à un moment donné, on va bien finir par en sortir de ce marasme. Est-ce que vous arrivez tout de même à continuer à travailler? Vous accompagnez notamment des artistes? Alors oui, il ne faut surtout pas s'imaginer que parce que le théâtre est fermé au public, on est en vacances. En réalité, nous avons pas mal de travail parce que nous travaillons sur des temporalités différentes. Comme je le disais, on prépare d'ores et déjà l'été prochain avec la programmation, et donc on est en lien avec les artistes pour pouvoir travailler sur cette programmation estivale en plein air. Nous travaillons d'ores et déjà sur la saison suivante. Nous accueillons aussi des artistes en résidence, ça a été le cas notamment en novembre-décembre, et puis nous allons travailler également là en janvier et février pour laisser la possibilité aux artistes de malgré tout de continuer à se projeter et à peaufiner les créations qui en ont besoin. Et l'équipe est aussi très occupée par cet incessant faire, défaire, communiquer, recommuniquer, vendre les billets remboursés, voilà, donc on ne s'ennuie pas. On imagine que c'est un vrai casse-tête pour vous de devoir aussi reprogrammer, rembourser. Comment ça se passe au quotidien? Alors oui, c'est un vrai casse-tête. On est dans une forme d'un triple travail presque, parce que nous faisons d'abord une proposition donc, sous la forme de notre saison habituelle, puis nous recevons au mois d'octobre-novembre donc, des consignes sur le confinement, potentielle réouverture avec un couvre-feu qui est à 20h. Donc on reprogramme par exemple l'édition du court-circuit sur laquelle nous devions être en ce moment même. Donc nous reprogrammons tout pour que ça puisse rentrer dans ces consignes-là, et puis au final on apprend début janvier que ça n'aura pas lieu. Donc oui, il y a en effet une forme de faire, défaire incessant qui nous occupe bien.
C'est le sujet dont on devait parler principalement ce soir, ce court-circuit, cet événement, ce temps fort que vous avez dû annuler, qui devait se tenir du 8 au 16 janvier. En quoi consistait-il? Et on imagine que c'était un crève-cœur de devoir l'annuler. Oui, alors c'était la première édition d'une très belle initiative que nous avons mis en place avec des artistes locaux. L'idée, c'était vraiment d'essayer de se projeter dans une forme de responsabilité territoriale des théâtres, de dire, voilà, nous avons un théâtre municipal sur un territoire. Sur ce territoire, il y a également les artistes. Comment on peut mieux travailler ensemble? Comment faire en sorte que les artistes puissent aussi être présentés à leur public? Disons, jouer à domicile, comme on dit. Dans le sport, ça se fait beaucoup. Dans le spectacle, ce n'est pas si évident. Donc nous avions travaillé avec 8 compagnies du territoire d'Annecy pour préparer cette édition qui devait être très diverse avec les compagnies à la fois de danse, de théâtre, avec des approches très différentes, avec des âges aussi et des univers artistiques extrêmement variés. Bon voilà, elle n'aura malheureusement pas lieu, bien évidemment, hein, le théâtre reste fermé au public, mais néanmoins on a pu sauver une toute petite chose. Une journée, c'est la journée du 14 janvier qui est une journée professionnelle, c'est ça? C'est ça, donc véritablement, c'est pour ça qu'on a pu la sauver, c'est parce qu'elle n'est absolument pas ouverte au public, ça reste un rendez-vous professionnel. C'est une journée pendant laquelle on propose à une douzaine de compagnies d'Annecy de venir présenter leurs projets en cours de création, hein, leurs projets à venir, à des professionnels donc, qui s'inscrivent. Bien évidemment, tout ça dans le respect le plus strict des mesures barrières, distanciation, masque, etc. Mais il était important pour nous de pouvoir maintenir cet événement parce qu'aux artistes, ça leur donne aussi une perspective. On est tous englués dans ce temps extrêmement court où on attend les annonces d'une semaine à l'autre et puis les choses ne bougent pas finalement. Donc là, c'était pour nous l'opportunité de leur proposer de se projeter sur des partenariats plus longs, aller pouvoir présenter ce spectacle aux professionnels de la culture pour nouer des liens, peut-être imaginer des choses qui pourront se faire sur la saison prochaine ou l'année prochaine. Continuer à exister finalement en tant qu'artiste, tout simplement, c'est l'objectif? Oui, c'est ça aussi, parce que bien évidemment le théâtre est impacté par les fermetures, mais les artistes le sont encore plus finalement. C'est eux qui sont les plus touchés depuis plusieurs mois, de nombreux mois maintenant, bientôt une année. Certains n'ont même pas pu reprendre leur travail ou leur jeu, et un spectacle vivant, c'est vivant. Donc en effet, on ne peut imaginer ne pas jouer, c'est aussi laisser mourir petit à petit les spectacles qui ne se bonifie pas, parce que c'est en le jouant que le spectacle devient meilleur. Comment vous voyez la suite, les prochaines semaines, les prochains mois, une potentielle ouverture début février? Alors je suis peut-être très pessimiste, hein, ça dépend des jours, j'ai absolument pas d'informations ni de boule de cristal, mais j'ai la sensation que si on observe comment s'est passée l'année 2020 et l'impact de la période hivernale sur la tension hospitalière, je n'ai pas la sensation qu'on va pouvoir véritablement réouvrir à la fin du mois de janvier, même si le prochain rendez-vous donné par le gouvernement est celui-ci. Je crains qu'on en ait au moins pour 2 voire 3 mois encore. On vous suivra et on vous soutiendra. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Eva Duchamp-Konikova, d'être venue nous voir pour le Théâtre des Collines à Annecy. Et à bientôt, on l'espère. À bientôt, merci. Du sport, pour terminer ce journal, Alexis Pinturo a brillé ce week-end à Adelboden. Vainqueur des 2 géants dans la station suisse, il a remporté sa 33e victoire en Coupe du Monde. Dimanche, le skieur de Courchevel a terminé 17e du slalom, mais il reste en tête du classement général de la Coupe du Monde. Clément Noël, premier à l'issue de la première manche, s'est classé 8e. Victor Muffajandet est 26e. Et puis en ski de fond, Maurice Magnifica est entré dans l'histoire. Originaire de Salange, l'athlète est le premier Français à monter sur le podium du Tour de ski. Il a remporté hier la 2e place de cette compétition mondiale. Nous nous quittons en images avec la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui a débuté ce week-end. Vous avez pu suivre la première étape de Prades-Lissomment en direct sur notre page Facebook. 27 mushers se sont élancés pour 38 km de course et un dénivelé positif de 1000 mètres. Rémi Coste a remporté l'étape en catégorie Open. Aurélie Delattre s'est classée première du trophée Flexadin et pour finir, Cindy Duport a terminé à la première place de la catégorie Limited. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. À très vite sur 8 Mont Blanc.